Salut les gros bidous et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la carte de l'empereur. C'est la 5e des vidéos des Top Tarot Trumps, le tag qui a été initié par Musing by Massa et qui nous permet de choisir 5 ou de tricher cartes qu'on adore d'une certaine carte de l'arcane majeur, donc des 22 cartes de l'arcane majeur. On avance petit à petit à travers cette année avec la carte de l'empereur. Si vous suivez un petit peu cette série, vous savez que j'en profite pour vous donner mon interprétation de la carte, une interprétation plutôt féministe, plutôt queer, plutôt anticapitaliste, plutôt éco-animiste, toutes ces choses, et avec évidemment une perspective politisée et de déconstruction pour mieux se retrouver dans chacune des cartes. Donc c'est aussi ce que je vais faire aujourd'hui. À certaines occasions, j'en profite aussi pour lire mes textes que j'ai déjà écrit sur les cartes. Je ne vais pas le faire ici, mais je suis en train de travailler sur un texte que peut-être je publierai au même moment sur l'empereur. Et sinon, vous pouvez aller voir tout ce que j'ai déjà publié sur mon blog sur cette carte. Il faut suivre les liens en dessous. C'est dans la section cartomancie, puis cartographie du tarot, je pense, où carte par carte, vous avez chacun de mes textes publiés depuis de fort nombreuses années sur chacune des cartes. Cette carte, je l'avoue, elle me donne du fil à retordre parce que c'est important pour moi de dégenrer cette carte. Et aussi, dans cette optique, c'était aussi la perspective importante pour moi de découpler l'impératrice et l'empereur, qui fait qu'on les voit forcément d'une façon binaire, hétéronormée, sexiste, etc. Donc pour moi, c'est aussi important de penser les cartes dans leurs interactions les unes avec les autres, et pas forcément dans une optique linéaire, et absolument pas dans une optique de couple. Mais à part ça, du coup, j'étais un peu dans ma tête en mode « mais qu'est-ce qu'on lit comme conneries là-dessus, et qu'est-ce que c'est hétéronormé, et comment les gens ne se rendent pas compte que attribuer telle et telle chose à chacune des cartes, même si c'est comme des parties de soi exclusivement, en fait, ça crée de la violence, ça crée des dommages, ça renforce les stéréotypes de genre et donc les structures inégalitaires et tout. Et aussi en tant que lesbienne, ce que moi j'ai pu voir comme violence lesbophobe et homophobe en général de la part de gens, de jungiens et tout, qui étaient justement dans ce truc, ouais mais la part de masculin et la part de féminin et tout, et je comprends pas comment les gens, surtout les personnes cis hétérosexuelles, n'arrivent pas à voir que parce que eux ça leur fait pas de mal, ça en fait pas aux autres, et en plus n'arrivent pas à voir le mal que ça leur fait d'être dans des dynamiques relationnelles et tout qui sont aussi binaires en termes de genre. Je veux dire, ça sert personne. Et comme c'est une carte que les gens aiment voir comme une carte de masculin, alors moi du coup, bon, voilà, j'aime pas dire masculin, féminin, mais plutôt je trouve qu'on parle plus de rôle de genre, de performance de genre, d'incorporation de genre et tout. Je veux bien comprendre qu'on y voit des facettes de masculinité, mais du coup je me dis que si vous voyez pouvoir, organisation, conquête et tout ça, je veux dire, ça sert personne dans cette société, et je trouve ça tellement dommage aussi, parce que je suis majoritairement des meufs cisgenres qui parlent du tarot, je pense, mais ça vous arrange, vous, d'enfermer aussi les mecs dans cette masculinité-là, quoi. Genre, ça vous amuse, ou que vous connectez à soi-disant votre part de masculin, c'est ça, parce que moi, je veux des masculinités joyeuses, je veux des masculinités qui invitent, qui partagent, qui prennent soin. Je comprends pas que tellement souvent quand on parle de cette carte c'est le masculin, on en parle d'une façon hyper opprimante pour les personnes autour et pour les personnes qui incarneraient cet empereur qui serait quelqu'un qui domine, qui organise, qui est dans un truc hiérarchique, qui est lui qui a le pouvoir, etc. Genre, voilà. Et donc j'étais vraiment partie bien dans des boucles cérébrales autour de ça, en mode hyper focalisation là-dessus, alors que justement, ce que je fais la plupart du temps, quand je pense à cette carte, je pense pas aux stéréotypes de genre. Je pense pas à ce que tous les gens essaient de mettre dans le masculin et tout. Et peut-être que j'évoque des aspects de masculinité dans toute la myriade de tout ce que peuvent être les masculinités quand on les sépare du sexe, et de toutes les expressions de genre possibles dans un grand spectre, voilà. Mais oui, la plupart du temps, moi, je focalise tellement pas là-dessus. Je veux tellement que les cartes, elles puissent exprimer tellement d'autres choses
que des choses genrées et binaires et soi-disant complémentaires, mais qu'en fait c'est un super gros rapport de hiérarchie. Donc voilà, j'étais en mode blablabla, alors que c'est juste l'inverse de ce que j'ai envie de transmettre sur cette carte. J'ai pas envie de passer mon temps à m'apesantir sur les clichés de genre, parce que j'ai pas envie de faire partie de tous ces gens qui vont continuer à les véhiculer ou même à leur donner plus de temps d'antenne. Donc j'avais juste envie de parler d'autre chose, mais c'est une façon pour moi de... Je pense que je me dois aussi d'introduire cette vidéo en expliquant que pour moi c'est difficile parce que je trouve ça tellement. Et si jamais vous voulez voir de la masculinité ou des masculinités dans les façons que je parle de l'empereur, ben, voyez-les aussi dans les façons dont je parle de l'impératrice et de toutes les autres cartes. Mais bon bref, j'ai sélectionné plein de cartes et on va voir ensemble lesquelles je choisis au final. Et quand j'ai commencé à penser à toutes ces choses-là, je me suis dit ok, je fais pas la vidéo, est-ce que je suis pas encore mûre, j'ai trop de choses en tête. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est, en fait, c'est, si on se réfère aux traditions astrologiques et d'associations astro-tarot qui datent de l'époque, à la fin du 19e siècle, du système de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, c'est pas obligé de le suivre. Et c'est pas obligé de faire des associations astrologiques pour pratiquer le tarot. On est d'accord. Mais moi, ça m'intéresse. J'aime bien réfléchir à tout ça. Et on arrive dans la première carte où on est dans un signe et pas dans une planète. On est dans la carte qui est associée au bélier. La première chose que j'ai envie de dire en disant ça, c'est n'oubliez pas, s'il vous plaît, que quand je parle des signes, je parle de ces principes, de ces archétypes, de ces manifestations qui sont partout, là-haut et aussi ici dans notre domaine matériel tous les jours. Je parle de ces manifestations-là et je ne parle pas exclusivement des personnes qui ont leur soleil ou leur ascendant dans tel signe. Donc ne vous sentez pas, et je trouve que c'est vraiment dommage de le faire d'une façon trop limitée, ah parce que je serai bélier, alors je dois me voir dans cette carte-là ou des choses comme ça. Déjà, on a tous ces signes dans notre thème, et on a aussi toutes les planètes dans notre thème, donc voilà. Et même si vous n'avez pas de planète dans ce signe, ça ne veut pas dire que c'est pas là. En vous, autour de vous, partout, et que ça a des manifestations, et que vous interagissez avec cette part de vous, cette part de votre environnement, cette part du monde. Et voilà, ça, je pense que c'est vraiment super important à dire, surtout dans les traditions francophones, on n'est pas encore très éveillés à penser de cette manière-là les signes autrement que par « Ah, je suis Gémeaux, alors la carte de les amoureuses, c'est ma carte ». En même temps, c'était assez amusant, parce que donc le bélier, c'est un des signes de Mars avec les scorpions, et je me suis dit, mais enfin, la capacité que j'ai à m'emporter, à être agacée par rapport au côté genré relou de cette carte est quand même intéressante parce qu'elle représente aussi ce côté martial, ce côté bélier qui peut être impulsif et colérique et qui, en l'occurrence là, a suivi un petit truc qui l'agaçait et qui après s'était vite mis un peu en rage là-dessus. Alors qu'avec une carte de Vénus comme l'impératrice, j'avais plus la facilité à trouver du lien, à pas me focaliser sur ce qui faisait discorde par rapport à cette carte-ci. Or là, avec une carte indirectement associée à Mars, je voyais bien cette capacité à me focaliser sur la discorde parce que là où Vénus rassemble, Mars sépare et non, on n'est pas obligé de le voir en termes de genre, ce sont des planètes. C'est à ce moment-là que je me suis mise à écrire, sans savoir si j'allais le garder ou pas, mais juste parce que ça me permettait de structurer mes pensées au lieu d'être emportée par ce feu. Le bélier, c'est un signe de feu et qui était en mode je ravage tout, je suis en colère, j'ai envie de foncer dans le tas, je m'énerve limite sur les gens et sur tout ce que je vois, blablabla. Et alors là, je me rappelle, c'est quoi l'empereur? C'est une carte, c'est la carte 4. Le 4, dans le tarot, c'est et dans la numérologie, que pour le coup, je maîtrise moins, je la connais juste comment on l'applique au tarot et aussi comment moi, je me l'approprie pour l'appliquer au tarot. Mais donc, c'est le chiffre, le 4, de la structure, de trouver des fondations, de trouver de la stabilité, etc. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une façon de ramener ces idées dans quelque chose qui peut faire comme un écrin, comme une base, comme un endroit où elles peuvent s'asseoir et pas être en mode mais en mode les faire briller en fait, parce que c'est aussi ce feu, le feu peut aussi servir à ça et j'ai trouvé que c'était vraiment aussi une jolie façon d'aborder l'empereur et aussi une façon de déjouer les stéréotypes de genre quand on pense aux cartes, de les voir de cette manière. Et pour illustrer cette partie de ce que je viens de dire, en fait, je vais choisir une carte de l'empereur dans sa version mini et dans sa grande version qui, en quelque sorte, ne correspond pas tellement à ce que je préfère voir dans l'empereur. Pourquoi? Parce que dans le Next World Tarot, elle s'appelle The Teacher, l'enseignant-enseignante. Et donc, on a donc effectivement le feu, le bélier, Mars, la carte numéro 4. Pourquoi est-ce que c'est pas ce que je préfère voir dans une carte?
Parce que pour moi, la figure de l'enseignant-enseignante, c'est quand même la carte suivante. C'est l'hiérophante, c'est le pape. Et en même temps, je comprends ce qu'on y voit, mais ça vient troubler mon système avec le tarot. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est perturbant. Et en même temps, voilà, on a cette personne qui est posée dans ces piles de livres, qui lui ramène cette structure. On a cette bibliothèque avec ces jolies fenêtres aussi qui ramène aussi ce côté planification, en tout cas voir vers l'avenir, le côté visionnaire que peut avoir l'empereur. Et c'est aussi quand même intéressant par rapport à quelque chose que moi, souvent je vais plutôt voir dans la carte du hiérophante, mais ce côté d'accumuler aussi les savoirs avec des bouquins emblématiques, comme ici This Bridge Calls My Back. C'est un livre culte, hein, et donc ici en dessous on a écrit par des femmes de couleur radicale. On a Sister Outsider de Audre Lorde ici, on a Borderlands là, donc on a toute cette chose qui font aussi, ce qui nous ramène cette structure finalement, que j'aime mieux voir chez le côté taureau de l'hiérophante, mais qui peut aussi complètement participer des assises de l'empereur. C'est aussi ce qui donne cette légitimité, parce que parfois, on peut voir dans la carte de l'empereur, si on la voit comme une carte de pouvoir, on a une espèce de pouvoir qui serait comme quelque chose d'inhérent, ou qui pourrait être cette idée de royauté ou quoi, quelque chose qu'on a comme ça, qui est là et qu'on peut juste étaler. Et là, on nous rappelle que notre pouvoir, c'est aussi un pouvoir communautaire. Dans ce cas ici d'un tarot qui est résolument militant, c'est aussi le pouvoir amassé par nos communautés qui nous construit, qui nous donne cette base, qui nous donne cette stabilité et qui nous donne, parce qu'on est aussi dans une carte de bélier, cette impulsivité, ce courage de foncer tête baissée pour lutter contre les inégalités, qui est aussi très intéressante. Et puis c'est aussi intéressant parce qu'on a cette carte d'enseignante, mais contrairement à la suivante, qu'on verra sûrement dans la vidéo suivante, de la hiérophante qui est... j'ai oublié c'était quoi le nom. On a une personne qui est sur une estrade, qui s'exprime devant une foule. Dans ce tarot-ci, là on a quand même quelqu'un qui est en train de réfléchir, de digérer tous ces savoirs et probablement de les traduire en quelque chose de concret. Et donc c'est aussi cette canalisation de notre rage, de notre colère, de notre désir de changer les choses, de notre activisme en quelque chose qui sert. Et qui sert au niveau communautaire, que je trouve vraiment intéressant dans cette version de la carte. Comme je préparais cette vidéo, j'étais un peu perdue dans mes pensées parce que je me suis dit, j'écoutais en particulier un podcast, j'aime bien écouter The Astrology Podcast, et là c'était un épisode avec Brittany Laroux, que je mentionne aussi de temps en temps dans mes vidéos, sur le fait de unshaming, donc enlever la honte des différents signes. Et donc j'avais réfléchi à cette notion, en parlant des béliers, de l'impulsivité, etc. Et je me disais... En fait, je ne sais pas dans quelle mesure le côté signe de feu cardinal, donc initiateur, qui lance des choses, mais qui n'est pas toujours préoccupé de les intégrer sur le long terme, déjà comment ça c'est en raccord avec beaucoup des interprétations de la carte, et aussi comment c'est en raccord avec la structure que nous offre le signe 4, qui nous permet aussi d'agencer, de donner une assise, de stabiliser, d'enraciner, etc. Et comment on combine en fait ce côté impulsif des béliers et le côté structure du 4. Et en fait, c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est une carte. Et encore une fois, parfois, je n'arrive pas toujours à voir ces cartes-là, surtout les premières. Aucune des cartes de l'arcane majeur, finalement, j'ai parfois du mal à les imaginer comme une personne parce que c'est tellement des principes que, ok, ça peut représenter des personnes, mais ça peut aussi représenter un groupe, ça peut représenter un endroit, ça peut représenter tellement de choses. Et donc, si je pense l'empereur comme un endroit, qui peut être un endroit en nous, qui peut être autre chose, en fait, je vais avoir cette idée de, on a toute cette impulsivité, on a toutes ces envies, toutes ces choses qui nous guident, toutes ces choses qu'on veut bâtir, toutes ces ambitions qu'on a. Mais le 4 va ramener à toutes ces ambitions, à toutes ces envies, un abri, une structure. Ça va nous construire quelque chose qui permet de poser cette impulsivité et puis de voir où ça va aller. Alors en même temps, ça m'a fait penser que j'aime beaucoup cette carte dans le New Ministero, où on a The Founder, donc ça peut être la fondatrice, on va dire. C'est quelqu'un qui va aussi travailler sur les fondations du bâtiment. Et j'aime bien aussi cette notion de temporalité avec l'empereur, qu'en fait, ok, c'est une carte qu'on peut imaginer comme une carte de visionnaire et d'occuper à planifier, à construire, etc. Mais en fait, quand on la voit
là, on se dit, ok, c'est ce moment où on met, par exemple, c'est quand on discute, c'est quoi les règles d'un espace qu'on se veut être le plus safe possible entre nous. C'est comment on se met en sécurité, comment on met nos envies, nos désirs, notre niaque, notre colère et tout en sécurité pour déjà la canaliser et qu'elle soit pas non plus uniquement ravageuse, mais aussi pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse potentiellement perdurer. Mais en fait, peut-être que c'est pas la carte de l'empereur qui va faire ce travail de s'assurer comment ça perdure. C'est vraiment la carte qui vient poser les fondations de comment, ou bien le préau, vraiment juste le toit, avoir un abri, avoir une structure et après voir ce qu'on en fait. Donc ça peut aussi être le moment où on se retrouve, où on se rassemble nos énergies, que ce soit nous-mêmes, quand par exemple on lance un projet, on décide de commencer à s'intéresser à quelque chose et tout, quelle structure on lui fait. Ça peut être au niveau collectif et tout. Et oui, je trouve qu'il y a toujours la notion de la planification, de qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce qu'on a envie de bâtir, qu'est-ce qui compte pour nous et qu'est-ce qu'on veut en faire, mais que peut-être le pas à pas, peut-être c'est le moment où on se crée une feuille de route et on organise la place de chacune de nos idées, chacune dans le sens toutes les personnes qui sont là, etc. Mais ça n'est pas le suivi de la feuille de route par la suite. C'est cette mise en commun, je pense que j'aime bien retrouver là et que du coup j'aime beaucoup dans le Numinus, que là je vais d'office garder parmi les 5 cartes préférées de l'empereur pour moi. En plus j'aime bien aussi que ce soit une carte qui ressemble fort aux versions traditionnelles de la carte, tout en nous ramenant quelque chose de différent. La personne est assise sur un mur, donc ça nous ramène aussi l'idée de fondation. En même temps, on a des ronces qui sont déjà en train de pousser dessus, donc on a aussi peut-être cette idée de l'héritage et de savoir d'où on vient, etc. Et voilà, je ne vais pas revenir sur toutes les symboliques, mais j'aime aussi bien sa douceur badass, et dans son style, et dans son sourire, et dans la douceur de son regard, et tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc la fondatrice pour l'empereur, ça c'est un essai de renommer la carte qui va certainement faire partie de mes préférés. Et c'est là que j'en profite pour prendre quelques secondes pour vous montrer la carte dans le Waite Smith. Mais je la remets de côté parce que j'en reparlerai après. Du coup, se parler de la fondatrice, c'est pour moi l'occasion de vous parler aussi d'une de mes autres cartes préférées de l'empereur, ici dans le Fils Spirit Tarot. En français, si vous êtes intéressé par la version en français, c'est le tarot inclusif qui s'appelle. On a cette personne qui a ses plans, c'est ses blueprints, c'est ses esquisses, c'est aussi sa feuille de route en anglais. C'est quelqu'un qui a l'air d'être architecte. On a ce cube ici qu'on voit en espèce de maquette. On a déjà les clous, les vis et le tournevis. On a le maître ruban. On a déjà des espèces de rouages. On peut se demander un compas. On peut se demander comment on va agencer les différentes choses. Donc on a vraiment quelqu'un qui, avec aussi toute cette douceur qui lui est propre, est en train de réfléchir à ok, qu'est-ce qu'on bâtit, qu'est-ce qu'on construit et pourquoi. Et encore une fois, si je pense à Bélier, je pense à, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas l'ego qu'on aime voir dans cette carte-là et que parfois on aime aussi voir dans le signe du Bélier parce que, en fait, je pense qu'avec le signe du Bélier, on sait qu'on a plus souvent l'énergie de lancer quelque chose que forcément la détermination et la motivation de le mener à terme. C'est pas ça qui compte le plus avec ce signe. Dans l'absolu, je parle pas des gens, je parle pas de... Mais donc, en pensant de cette manière-là, on peut penser que l'empereur, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce moment de trouver comment rassembler cette énergie et comment l'honorer aussi. J'ai oublié le début de ma phrase. J'ai oublié pourquoi je me suis égarée. J'ai voulu voir trop vite entre deux prises et du coup, je me suis foutu de l'eau partout. Moi, je pense que c'est ça que je voulais dire. C'est par rapport à la notion de pouvoir de l'empereur. J'ai plutôt l'impression qu'on a là, et si je veux ici, on voit ses cornes, hein, qu'on a comme une notion de puissance et d'espace. Et donc de se dire, si je lance ça, comment vous vous en emparez? Comment on trouve chacune notre place dans ce projet? Et du coup, c'est aussi forcément une carte de don, de don de ses ambitions, de ses envies, et de trouver l'espace, l'abri, la structure, les fondations, et je me sens répétitive, pour lui donner une chance de voir le jour et d'émerger et de continuer. C'est se donner une chance aussi, je pense, l'empereur.
Et donc de la même manière que l'impératrice, si on pense les cartes les unes après les autres, c'est une carte qui rassemble. Et puis après, avec l'Hiérophante, on va avoir une carte qui va être encore plus soucieuse de se dire qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on fait passer et comment on peut faire en sorte que d'autres personnes puissent s'emparer de ce qui a été, de ce qu'on a construit. Et là, on est plutôt au moment de l'initiation de qu'est-ce qu'on a envie de construire, si on pense comme ça les cartes dans leur continuité. Autant... si on pense en termes de projet, je dirais que l'empereur c'est le début d'un projet, c'est le début d'une lutte, et que l'Hiérophante c'est la fin d'un chapitre. C'est ok, alors ça c'est fait, maintenant voilà ce qui est, et qu'est-ce que vous en faites. Et du coup, de la même façon, le fait que ce soit l'aîné dans le Rosebud Tarot, je trouve ça intéressant parce que ça me fait réfléchir, mais c'est un petit coup trop peu pour moi parce que l'aîné, encore une fois, c'est quelque chose que je vais davantage voir dans l'Hiérophante ou comme quelqu'un l'a fait remarquer en commentaire quand j'étais déjà perturbée par cette carte dans une vidéo précédente, par l'ermite par exemple. Mais ce qui était intéressant, c'est que réfléchir à tout ça, ça m'a permis de me pencher aussi sur, je pense, des détails de la carte auxquels je ne prête pas forcément toujours attention. C'est comme ici. Dans la version classique du Rider-Waite-Smith, on a la présence de la pierre, les montagnes derrière, un paysage qui fait désertique, tant ce petit filet d'eau derrière est tout petit. Le fait que la personne est sur la pierre, je n'ai pas choisi ici, mais j'ai aussi quelques représentations dans quelques jeux où le trône de pierre et le personnage de pierre ne semblent ne faire qu'un. Ok, mais ça donne quelque chose d'un peu aride, d'un peu... que peut-être je vois, ok, c'est la carte après l'impératrice qui était une carte qui était très luxuriante, etc. Et donc ça offre un contraste en tout cas. Mais aride, non. Mais en même temps, peut-être quelque chose de dépouillé si on reste sur cette notion de travailler sur les fondations, sur la structure, etc. On s'en fout de la luxuriance. On verra peut-être ce qui viendra après. Mais là, pour l'instant, on en est à travailler l'essentiel certainement avec cette carte. Et à travailler aussi, hein, comme on a pu voir avec la carte que j'ai mise derrière du Fils Spirit Tarot. Du coup, une version qui va peut-être faire mon top 5, c'est cette version-ci dans le Queer Tarot, parce que justement, on a une proposition qui, sur base de ce côté très sévère peut-être un peu aride et tout, nous propose quand même quelque chose de très psychédélique, très funky, très coloré, très fun, tout en gardant ce sérieux. C'est aussi l'amusement qu'on peut ramener dans notre rapport à l'empereur, ce qui me fait penser que pour la première fois, on a la carte d'un signe, non, avec ici le bélier, et du coup, comme j'aime bien quand même penser l'astrologie et le système, depuis le système de l'ordre hermétique de la Golden Dawn dans le tarot, avec une carte de signe, je suis amenée à penser aux cartes dans l'arcane mineur qui sont aussi associées à ce signe, à savoir le 2 de bâton, le 3 de bâton et le 4 de bâton. Je vous invite à aller voir mes interprétations de cette carte dans la série de vidéos, le tarot carte par carte, sinon on est parti pour des heures. Mais du coup, je pense à la carte 4, justement, parce qu'en plus, donc le 4 de bâton, on a le 4 qui est le numéro de cette carte-ci, et on a le bélier. Et je ne sais plus, potentiellement c'est Vénus, la planète qui est associée à cette carte-là, mais alors ça va faire trop de détails si on se focalise là-dessus. Mais du coup, imaginez qu'il y a une connexion entre l'empereur et le 2, le 3 et le 4 de bâton, c'est aussi penser la joie. Et parce que c'est le 4, on le pense d'autant plus. Avec le 4 de bâton, on s'octroie le droit de se dire « Waouh, on fournit un travail de ouf », mais on se fournit aussi des moments de célébration, des moments de pause, des moments d'entre-soi, des moments de soins communautaires, des moments de danse, des moments de joie. Et du coup, quand je vois cet empereur ici, je me rappelle les autres cartes de bélier, et je me rappelle en particulier le 4 de bâton, et j'ai envie de penser l'empereur de cette façon-là aussi. Et donc c'est vrai que je suis peut-être moins attirée par celles qui sont faites de pierre, de durabilité, qui ont un côté un peu trop sérieux. Et j'ai envie aussi qu'on ait ces petits carreaux psychédéliques sur la tenue de l'empereur. De là, je vais partir sur une carte qui n'est pas forcément dans mon top, mais c'est le Turning Terrestrial Tides Tarot. Et ici, on a la notion de place. Hein. On a ici prendre l'espace, prendre la place, qui est répétée ici, take up space. Être aimé n'est jamais aussi important qu'être authentique. La carte a été renommée l'authentique.
Et puis ça dit, la nature ne se rétrécit pas, alors pourquoi toi tu devrais le faire? Là, ça me fait directement penser, et là c'est un gros coup de cœur, donc attention, je mentionne un truc trop important, c'est que Atropia Tarot ou Alice et son podcast Radio Tarot a consacré un épisode à l'empereur avec notamment au centre la question de la place et de l'espace que j'ai trouvé vraiment passionnant, qui est bien sûr une question importante qui est ramenée avec l'empereur, mais au lieu de moi vous en parler pendant des heures, je vais vous renvoyer vers sa vidéo à elle et je vais en profiter quand même pour dire, ok, je me suis dit, ok, bien sûr, comme tout le monde, et peut-être même sans trop réfléchir, je me dis, oui, bien sûr, la notion de la place de l'espace est importante avec l'empereur, gna gna gna. Et puis, je me disais ça en préparant cette vidéo, et une autre pensée a suivi, et cette pensée, c'était, ben, en fait, je pense que moi, je vois toutes les cartes de la première ligne de l'arcane majeur, donc de la carte 1, le magicien, à la carte 7, le chariot, comme des cartes qui parlent de la place. Souvent, on dit que c'est des cartes qui parlent de notre construction, la construction de notre identité. Ça peut aussi parler de notre persona, des masques, de nos rôles sociaux ou de comment incarner certains rôles sociaux, etc. Mais moi, je pense que je vois plus dans toutes ces cartes et peut-être qu'en étant la carte 4, et donc celle qui va stabiliser en quelque sorte le milieu de cette ligne-là, elle l'est encore plus que d'autres, mais qu'on est toujours sur la question de la place. Oui, effectivement, la place qu'on occupe sociétalement, dans nos écosystèmes, au niveau écologique, hein, du coup... toute cette question-là, la place qu'on occupe aussi, comment on se définit, ou comment on refuse de se définir, toutes ces choses-là vont être importantes, je trouve, tout au long des cartes, et ce serait certainement, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, parce que c'est vraiment très intéressant de commencer à voir cette première ligne de l'arcane majeur comme ça, puisque après ça me pose la question, mais du coup, si je me disais la première ligne, c'est la place qu'on occupe, c'est l'espace. Et du coup, comment je vois les deux lignes suivantes? Ça, c'est toute une question. En tout cas, ça m'intéresse parce que je me dis, du coup, la carte suivante, en tout cas dans le système du Rider-Waite-Smith, c'est la force. Justement, c'est le moment où on a notre place parce qu'elle est profondément alignée, elle est profondément sereine. Pour moi, elle parle vraiment du plexus solaire comme ça. Et il y a une question de... c'est la place que j'occupe, c'est la place avec mes peurs, et elles sont là, elles font partie de la vie, mais en même temps, elles me dominent pas, mais elles sont là, j'ai de l'espace pour elles. Mais du coup, ok, il y a une question d'espace, et en même temps, une question de centrage, d'alignement, qui est là, comme si on avait résolu toutes les questions d'espace qui nous étaient posées tout au long de la première ligne. Alors, je ne pense pas le tarot exclusivement de façon linéaire, genre le voyage du fou à travers les 3 lignes et tout, mais je trouvais ça intéressant en pensant l'empereur et la place, d'affiner en fait mon propre raisonnement, donc comment moi je travaille les cartes et je me les suis réappropriées au bout de 8 ans de pratique, etc. De me dire, oui vraiment la question de la place est centrale. D'ailleurs je vous ai souvent dit là depuis les premières vidéos, en fait toutes ces cartes là, j'ai du mal à les visualiser comme des personnes parce que je les vois souvent plus comme un espace. La luxuriance d'une prairie avec l'impératrice. Le côté d'être dans une caverne, d'être dans les profondeurs et d'être là calme, immobile avec la prêtresse. Le côté d'être à la croisée des chemins avec le magicien. Et puis d'être sur les fondations, littéralement. J'ai été interrompue faute de place sur mon téléphone, mais je pense que vous avez cerné l'idée. Je montre le Spacious Tarot aussi parce que c'est une carte qui m'interpelle un petit peu. Elle vient après la prairie du Spacious Tarot. Et en repensant d'ailleurs à la carte du Spacious Tarot pour l'impératrice où il y avait un rapace au milieu de la prairie, je repensais vraiment à l'importance aussi des cycles de vie et de mort et à ces animaux qui tuent pour se nourrir évidemment. Mais du coup, bon, on a un champ de coquelicots. Et je trouve intéressant d'avoir ce côté nature sauvage ou réensauvagée avec l'impératrice et le côté culture et l'organisation, ça nécessite avec l'empereur. Je trouve pas ça inintéressant d'avoir comme ça une continuité et pour le coup de les penser forcément en binôme comme carte. Maintenant je suis un petit peu perturbée par les pavots, les coquelicots ici dans le petit livret. J'ai regardé, ok, on dit qu'ils sont là pour la couleur rouge qui est la couleur du bélier, qui est la couleur du feu et qui est la couleur de l'empereur. Mais maintenant, il y a toute la symbolique qui peut être associée au coquelicot, au pavot, sur le sommeil aussi éternel. Hein, si on pense aux apparitions du coquelicot dans des pavots au niveau de l'art funéraire, etc. Et du coup,
voilà, je suis un peu sceptique. Puis aussi, ça me fait penser à la drogue, donc j'ai un peu du mal. Peut-être je me dis ça, il y a l'imaginaire américain là-dessus, ou en tout cas anglo-américain, hein, les Flanders Fields, les champs de Flandre qui étaient remplis de coquelicots et donc qui ont symbolisé la Première Guerre mondiale et qu'on a gardé hein, comme symbole, les petits coquelicots qu'on porte en pins. Mais en fait, les champs de coquelicots, c'était pas des champs cultivés de coquelicots, c'était justement le signe de la nature qui prend le dessus dans les cultivations, les coquelicots, on le voit encore chez nous. Enfin, voilà. Ça pose aussi pas mal de questions pour moi. Il y en avait beaucoup quand j'étais enfant, à la campagne, enfin pas mal. Puis ils ont vraiment disparu avec l'usage des pesticides bien poussés dans les années 90 et tout le début des années 2000, avant de revenir dans les années 2010 et de reprendre le dessus. C'est aussi super intéressant sur justement notre rapport conscient à la nature et notre part, la partie qu'on prend à la nature. Bon, ça éveille des choses, mais je suis quand même vraiment pas sûre du symbole du coquelicot. Il y a quelque chose là qui m'empêche d'accéder à la carte. À ce propos, j'ai choisi cette carte, même si en général j'essaie d'éviter de ramener ce jeu qui est le tarot La Sagesse des Sorcières, le Witch's Wisdom dans sa version en anglais. J'évite de le ramener parce qu'il a revu les majeurs à l'envers. Donc ici, on a, ok, c'est la carte de l'empereur, le gardien, mais comme toute la structure du tarot est à l'envers, c'est plus la carte 4, c'est la carte 4, c'est la carte 18. Il y a quand même aussi un travail qui a été fait sur les archétypes qui vraiment me fascine et me passionne, voilà, pour plein de raisons. Après, il y a aussi, c'est aussi infusé d'une approche week-end qui est celle de la personne. Du coup, si on a une espèce de référence à un dieu cornu comme dieu de la nature, que je trouve ceci dit plutôt intéressante et aussi séduisante pour certaines raisons, et je suis pas sûre de la lumière que j'ai. En fait, il y a quelque chose que j'aime bien dans cette carte, c'est l'idée de cohabitation et de co-création, mais de comment on veille à la place des différents individus, créatures, intervenants qui viennent participer ici à cette cohabitation à ce moment-là. Là, j'ai l'impression qu'on a une espèce d'entité divine et à la fois profondément humaine dans comment elle se présente, qui vient aussi veiller à ce que chacun, ici on a un peu les animaux du bois Katsu, prenne sa place ici et garde sa place, alors aussi que cette personne va symboliser l'agriculture avec sa faux, avec les champs derrière qui ont été tondus, et on a quand même l'idée de meule de foin qui serait faite à l'ancienne, hein, pas par des merde, j'ai oublié le nom, machine à ballots moderne. Et voilà, et puis on a aussi du houblon qui est tout le long de sa faux, qui montre bien, c'est une plante grimpante, elle va grimper très très vite, en fait, le houblon, mais aussi que c'est une personne qui a pris le temps de se poser et de comprendre le fonctionnement de tout autour. Aussi, non seulement le blé a été une des premières choses que les céréales, en tout cas, que les humains ont cultivé, qui a participé à notre... au fait de se sédentariser et d'arriver dans une optique de civilisation, mais aussi avec le houblon, ici présent, on a aussi l'idée que la fermentation, la bière, le vin, etc., ça a aussi pleinement participé à justement à notre développement de façon assez exponentielle en tant qu'humain par rapport à un mode de vie qu'on pouvait avoir avant de s'installer, de se sédentariser, etc. Et on a ici l'impression d'avoir une déité qui veille aussi à ce que dans nos processus de domestication des animaux, des plantes, etc., on veille quand même à garder un équilibre. C'est pas facile, mais c'est ce que je vois dans cette carte et je trouve ça vraiment super chouette. On voit qu'il y a autant des plantes et des animaux qui ne sont qu'à l'état sauvage et qu'il faut garder à l'état sauvage que des animaux qu'on a domestiqués, comme ici des espèces de pigeons ou de tourterelles, les lapins. Cette espèce de bibiche, je ne sais pas trop ce que c'est aussi quelque chose qui me fascine. Puis derrière, on a les enclosures, on a une espèce de paysage très anglais, avec les haies qui servent à faire des parcelles, et donc qui servent aussi à limiter les communs et à privatiser l'usage de la terre. Donc ça pose vraiment pas mal de questions sur comment on navigue tout ça. En tout cas, c'est plein de choses que m'évoque l'empereur ici.
Et donc sur cette cohabitation et sur trouver de la place à chacun, et sur les défis qui nous sont posés, et sur la question aussi du pouvoir qui s'immisce là-dedans, et de comment on applique le pouvoir, et qui le prend, qui se l'accorde. Il y a comme ça plein de choses que je trouve vraiment intéressantes comme questions qui nous sont posées par l'empereur. C'est une carte que j'hésiterais à garder dans mon top, par opposition au Queer Tarot qui propose une vision beaucoup plus classique, voilà, mais qui peut-être digère moins les archétypes, l'archétype qui serait derrière cette carte. Ce tarot est sur ma pile à donner, ou à revendre pour le coup, je pense plutôt, c'est le Radiant Wilds Tarot, mais je suis quand même allée le chercher parce que j'avais envie de l'empereur qui était proposé ici, et je pense qu'il pourrait aussi complètement se faire une place parmi mes préférés. Alors on a une chouette effraie, une effraie des clochers. Déjà, j'aime beaucoup la présence d'une chouette pour son intelligence, pour l'association en tout cas que nous on en a à un animal de sagesse. On peut penser à la chevêche, la chevêche d'Athéna, hein, c'est souvent celle qu'on va associer à la sagesse. Mais donc voilà, on a aussi cet animal qui est capable de rester très calme et d'observer, et aussi voilà, de planifier, et qui va avoir ce côté instinctif du bélier, de plonger au bon moment pour aller chercher sa proie, mais aussi tout le reste qui fait d'avoir une vision à 360 degrés, ou presque, hein, de tout prendre en compte et tout, je trouve très, très intéressant. On a avec le damier qui est ici, on peut avoir une référence encore une fois au carré, à la structure, aux 4 faces de l'empereur, et aussi, alors j'ai vu les pyramides, hein, qui sont souvent un symbole qui vient derrière l'empereur, enfin dans certains jeux, et sinon on a des espèces de montagnes comme ça. Bon, ici on a quand même cette question aussi d'avoir construit quelque chose, hein, la question de l'architecte, qui revenait aussi avec le Fils Spirit Tarot que j'aime beaucoup, puis j'ai fait à Rose. Combien de faces dans une pyramide? Oui, donc on a la base, et puis donc il y aurait bien 4 faces qui, dans la plupart du temps, même si après j'ai googlé, j'ai fait ok, parfois au niveau égyptien c'est pas tout à fait ça, enfin au niveau mathématique en tout cas, on a la base et puis on aurait les 4 faces. C'est loin, moi j'avais oublié. Donc je trouve ça aussi intéressant d'avoir cette structure, cette fondation solide, et puis ces 4 faces qui s'articulent, et puis tout le savoir-faire qui vient derrière, hein. Donc on a vraiment la question de bâtir, et puis on a aussi la question de d'où on vient, de qu'est-ce qu'on veut transmettre, qui nous était ramené par d'autres cartes comme l'enseignante du Next World Tarot, que je trouve quand même vraiment intéressant en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut construire, mais ça va à l'opposé de certaines autres visions d'empereur que j'avais proposées, qui étaient, c'est le moment où on se met ensemble et on initie quelque chose, où on se met seul et on initie quelque chose, et on prépare la structure pour qu'après on puisse construire, on puisse se développer, etc. Et là on a plutôt le côté périn de quelque chose qu'on a construit il y a des millénaires et qui est encore là, et qui nous intrigue encore, donc un côté peut-être un peu plus mystérieux, du coup qui me donne peut-être moins envie de le garder. On a aussi c'est un tarot qui est très imaginaire, hein. C'est le tarot des paysages intérieurs, parmi tous les tarots de paysages intérieurs que j'ai dans ma collection, dont un qui porte le même nom, mais je pense que c'était noté Inner Landscape, c'est quelque chose, le sous-titre de ce tarot-là. Et donc on a volontairement un côté jungien, de vision qui arriverait en rêve, etc. Donc là on a la terre derrière, donc on a aussi un côté de peut-être moins être ancré dans la matière, puisqu'on sera ailleurs. On n'est pas vraiment dans la terre. Qui, pas pour le coup, je pensais que j'allais peut-être la garder dans mes 5. Mais là, d'un coup, je me dis, il y a trop d'éléments qui font que j'aurais pas une fluidité de lecture si j'avais cette carte qui arrivait dans un tirage. Et que, ouais, je suis plus à réfléchir. Ce qui est bien. J'aime bien quand les cartes suscitent de la réflexion, bien sûr. Mais est-ce que je suis alignée par rapport à cet empereur-là? Non. Et donc, je vais rester avec les 4 que j'ai derrière et vous sortir celle-ci, qui est certainement une de mes préférées, c'est l'empereur du tarot ultraviolette. Elle est extraordinaire cette carte, j'adore, vraiment. Ouais, je pense que c'est ma préférée. Donc l'association bélier est là. On a aussi cette boule de feu ici qui nous rappelle vraiment cette importance du feu pour l'empereur. On a aussi la foudre qui va nous faire penser à la carte de la planète Mars dans l'arcane majeur qui est la tour, évidemment, et dans ce tarot-là aussi, hein, comme dans beaucoup, on a vraiment la présence de la foudre dans cette carte-là.
Du coup, moi, je décèle un feu de forêt qui a tout ravagé. Donc, ça nous montre aussi le danger de l'exploitation par les humains. Ça me fait penser, c'est un terreau qui a été créé au Canada, à toutes les monocultures, y compris des pins, des sapins là-bas et tout ça. Et bon, pas que ça, mais c'est un pays qui est quand même vraiment très dérégulé, en fait, au niveau des cultures, et donc qui appauvrit énormément la terre, qui la rend plus vulnérable par rapport au savoir indigène qui pouvait utiliser le feu correctement, en fait, dans la gestion des cultures. Donc, il y a plein de choses comme ça qui viennent me poser question, justement, hein, par rapport à la gestion, à l'exploitation et à ses limites, pour le coup, avec les monocultures. Ça me fait penser à ça. Encore une fois, on a la question de la domestification avec les vaches qui sont là. On a l'impression d'avoir des belles limousines bien dodues, qui sont bien là, mais en même temps, voilà, pas non plus shootées aux hormones, clairement. Mais la personne est vraiment à côté, en mode vraiment fusion, harmonie, respect et tout. Et j'ai l'impression, parce qu'on n'a que des jeunes pousses, et on a des arbres là-bas qui sont même en train de se casser, qui sont encore calcinés ou qui commencent à repousser. Donc on a vraiment l'impression d'un paysage calciné et de la vie qui reprend. Et donc pour moi, c'est aussi cette notion de fondation, de recommencer à construire quelque chose, de se dire, ok, quel est l'abri, quelle est la structure dont on a besoin pour continuer à se développer, à s'épanouir, à se battre, à ce que vivent nos désirs, à ce que vivent nos envies, à ce que vivent nos coups de gueule et tout ça, qui revient là. Avec cette personne, avec ses chaussures de rando aussi, je peux avoir l'impression encore une fois, le rapport à l'espace, le rapport au paysage, à l'interventionnisme ou au respect et tout qui m'est posé là et que je trouve très très chouette. On a encore une personne qui a un regard très doux, mais en même temps ici beaucoup plus pensif, beaucoup plus réfléchi. Donc on peut avoir cette idée, ok, la personne regarde vers le passé, si jamais on lit les visages de ce côté-là dans le tarot, ce qui n'est pas forcément ce que je fais le plus, mais ouais, de réfléchir à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est en train de se développer, comment j'y participe. Et là, on a aussi l'impression que la personne n'y participe peut-être pas d'une façon très, ouais, encore une fois, interventionniste, mais qu'elle fait complètement partie de ce paysage de reconstruction, de renaissance, de redéveloppement. Beaucoup de branches cassées, ouais. Et ça me fait aussi penser du coup à la série des bâtons, où on va encore une fois avoir la question qui se pose aussi dans ce tarot-là. Et je crois que j'ai vraiment pas le temps dans le format de ces vidéos aussi de voir les liens entre l'empereur et les cartes qui lui sont consacrées dans les mineurs, mais ça pourrait être super intéressant que ça soit l'objet d'une autre série de vidéos à un moment. Mais peut-être quand même en quelques minutes, sans aller chercher les cartes dans un jeu et sans en rajouter. Il y a quand même cette notion avec le 2 de réfléchir à nos options, d'où on vient et où on veut aller et quel est l'éventail de nos possibilités pour éventuellement le réduire. Il y a la mise en application, il y a le fait de se visualiser et d'être en route vers demain et d'appeler ce demain et de construire et de donner vie à nos projets avec le 3 de bâton, si on simplifie. Hein. Il y a donc le germe, le potentiel et aussi le ménage avec le 2, et puis il y a la réalisation, la manifestation, la visualisation, la création, tout ça, et les co-créations, et dans tout ce qui fait qu'on assemble et qu'on se rassemble, et tout ça avec les 3, et puis avec le 4, on a le fait de profiter, de célébrer, de faire des pauses, et aussi de célébrer la communauté, et de pouvoir aussi prendre du temps pour ne pas être dans le faire, que parfois on peut être invité à faire avec le feu et avec les bâtons et avec les signes de feu, et de faire de la place pour la joie, pour voir où on va vers la suite. Donc tous ces éléments aussi me font penser à ce que j'ai essayé de vous mettre dans mon interprétation de la carte de l'empereur ici, hein, de quelle est la structure dont on a besoin pour manifester, pour créer, pour s'organiser, pour structurer, etc. Et donc voilà, je trouve que ce lien d'un coup, auquel je n'avais pas forcément réfléchi avant, me paraît évident et chouette en fait dans l'approche des cartes. Là, c'est la direction que j'ai voulu prendre par rapport à ce que j'aime vous proposer dans mes vidéos, c'est de déconstruire
certaines visions du tarot pour en proposer d'autres, pour vous montrer comment moi je me les réapproprie. Alors, dans le contexte, dans un tirage, en fonction de la carte, dans plein de choses, en fait, je peux avoir des visions de l'empereur qui vont fort différer de ce que je vous ai dit ici, qui peuvent être plus conventionnelles, mais moi, j'ai apprécié, en fait, ce que je vais ramener au début, hein. Je vais arrêter de dire en fait, mais c'était de vous dire, je vais canaliser, je vais structurer aussi toute cette énergie, parfois un peu rageuse ou un peu trop, juste toutes ces impulsions aussi que je pouvais avoir autour de l'empereur, avec cet esprit du Gémeaux, pas du Gémeaux, du Bélier. Ma vraie nature est ressortie. Et de lui proposer une structure, un écran. Oh, quel bel héron qui passe là juste derrière, tout ce beauté là. Avec la structure du 4, de ramener aussi un contenant, et donc peut-être de me limiter dans ce que j'allais dire sur la carte, mais qui était chouette. Donc j'ai le Fifth Spirit ou tarot inclusif, le Numinous tarot, le tarot ultraviolette, le Witch's Wisdom ou tarot de la sagesse des sorcières, et le Queer tarot. Finalement, c'est ça ma dernière sélection. Est-ce que je m'y tiens? Ouais. Ok, merci les gros bidous, à la prochaine pour la carte suivante dans l'ordre numérique, et pas forcément dans l'absolu, de l'arcane majeur, à savoir le pape ou l'hiérophante. À bientôt les gros bidous.